Supported the idea that there are worlds beyond our own, and people, creatures that have come here from somewhere else. So you believe these creatures are alien beings of some kind? The Pennacook Indians described similar things, did they not, Professor Wilmarth, ages ago? They said that the beings were not native to this earth, that they had flown here from the stars, creatures in league with Satan, only too happy to lead mankind down the path to sin. The whole matter began with the unprecedented Vermont floods in 1927. The rain poured down for days. It washed all kinds of things into the rivers, and people reported seeing strange things floating in the water. For centuries, there have been reports of monstrous beings in the hills of Vermont. You can't really see the footprints on this one, but the creatures dance around those stones. We see the footprints. They're real and they're all around our farm. I've seen them flying at night and I've heard them talking. Wild country, eh, Mr. Wilmot? I think you'll find time runs differently here. There are people, a sort of cult that work in collusion with the creatures. We don't get many visitors around here. What's your business? Mr. Wilmarth, pardon my not rising, but I've been taken ill. My father needs your help. You realize the stupendous nature of what lies before us? This is madness. No, it's true. I am the opener of the gate, and you will not dictate to me! You can't believe them. It's just what they want us to think. Don't you see? There's nothing we can do. There are things that cannot be stopped. Maybe, it's Albert. We're back for a little. Are you out of your mind? All right, Henry. What is it they want? Shall I tell you? Are you ready? Come closer. Let me whisper it to you. They're not unwilling to share their great secrets with mankind. Secrets of the universe itself. They're coming. We're doomed. We're all doomed. All those years in the big city, we finally got out. We're living a dream. Maybe it is a dream.
big flash, like a pink light. Or actually, I don't even know what color it was. It wasn't like any color I'd ever seen before. Looks like a meteorite. It's radioactive. I mean, it's from space, right? Meteorites are generally no more dangerous than ordinary rocks. How can something that big just disappear? Did you plant those? No. Ward, come here for a sec. Oh, God. What are you doing? Shh. It's talking to me. Who's talking to you? A man in the well. It's in the static, it's in the moisture. It's in here, it's out there. What's out there is in here now. Everything's under control. Why are you so in denial? That thing from the meteorite changes everything around it. It's just a color. But it burns. Do you believe me now? I don't know why I believe anymore. Vous voyez, c'est une carte. Vous avez organisé cette mascarade. Fichez le camp. Tout ceci n'est pas réel. Tout ce qui s'est passé, c'est la réalité. Ce livre va rendre les gens complètement fous. Eh bien, espérons-le. Le film sort le mois prochain. L'antre de la folie. Bonsoir les petits monstres du net, les amateurs de films d'horreur, d'épouvante ou de jeux de rôle comme l'appel de Cthulhu. Bienvenue dans ce vendredi de l'angoisse. Pour ce 21 février. Alors, j'espère que ça va chez vous ce soir et que vous vous êtes régalés avec les quelques extras que je vous ai montrés, n'est-ce pas? Eh oui, mes amis. Ce soir, nous allons parler un peu de l'univers de Lovecraft et de l'appel de Cthulhu. L'appel de Cthulhu, un jeu de rôle que beaucoup de personnes aiment. N'est-ce pas? Je dois vous dire que ça plaît à beaucoup de gens, ce genre de choses. Mais d'où viennent ces histoires et ces films? Vous connaissez tous Stephen King. Vous aimez bien Stephen King, n'est-ce pas? Avec ses films. Plus ça, il est revenu. Et donc là, je vais vous parler un peu de l'appel de Cthulhu. Qu'est-ce que c'est exactement? Et depuis quand ça existe? Cela faisait un moment que je n'avais pas fait de vendredi de l'angoisse. C'est pour ça que ce soir, on va en profiter un max. Ah, d'ailleurs, cette tabouret là,
Il me prend trop de place, non? Ah, je suis quand même mieux là, assis parmi vous. Je vais régler un peu la caméra pour voir si vous arrivez quand même à bien me voir. Ne quittez pas, j'arrive. Voilà. On abaisse un peu la caméra. Alors, déjà, à votre santé pour ce vendredi de l'angoisse. Alors, voyons voir. L'appel de Cthulhu. Laissez-moi vous parler de l'appel de Cthulhu. Alors, l'appel de Cthulhu, titre original The Curse of the Cthulhu, est une nouvelle fantastique de l'écrivain américain Howard Phillips Lovecraft, publiée en février 1928 dans le magasin Wait Thales. Lovecraft est achevé cette nouvelle. Et voilà. Lovecraft écrit, attends. Voilà cette nouvelle D en 1926. C'est l'œuvre fondatrice du mythe de Cthulhu. Un univers de fiction partagé par de nombreux auteurs dans le domaine de la littérature, du jeu de rôle ou encore de la bande dessinée et bien sûr des romans. Ensuite, le résumé de ce qu'est un peu l'univers. L'intrigue non linéaire est présentée au travail d'un ensemble de documents retrouvés dans les papiers du défunt Francis Walid Thompson, un ostopologue qui a enquêté sur un culte obscur. Par exemple, laissez-moi vous parler du chapitre 1. Le chapitre 1, l'horreur d'Agile. Ça, c'est le titre en français, mais le titre en anglais se fait appeler The Horror in the Place. Alors, Francis Wallen Thompson est un anthropologue originaire de Boston, héritier de tous les biens de son grand-oncle George Camel Angel, un professeur renommé ayant enseigné les langues symétriques et l'univers gros, décédé dans des circonstances mystérieuses pendant l'hiver en 1926 en 1927, parmi les documents de son oncle. Truxton découvre un étrange bas relief en argile représentant un dragon ou une caricature d'homme à tête de pourpre, muni de tentacules surmontant un corps écailleux et grotesque, muni d'ailes rudimentaires, accompagné de différents hiéroglyphes plutôt, c'est mieux, n'est-ce pas, hiéroglyphes.
Ah, il faut me laisser le temps de me reprendre, mes amis. Cela fait très longtemps que je n'avais pas fait de vendredi de l'angoisse. Ah, spécial, l'appel de Cthulhu et Rodoward. Non, pas Rodoward, ça c'est Conan. Bref. De notre très cher Howard Philip Lovecraft. Voilà. Alors, la séquence mystérieuse documente son oncle découvre une étrange bas-relief. Ça, je vous l'ai lu, mes amis. Là, ma tête de bouffe, tac, tac. D'ailleurs, qui a été repris dans Pirates des Caraïbes, cette tête de pourpre, bien sûr. Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux vous raconter de plus? Ah. Voilà. Inconnu de coupure de presse et d'un manuscrit portant le titre « Le culte de Cthulhu ». Dans la première partie de ce manuscrit, le professeur Angel détaille sa rencontre avec Ernie Wilcox, une jeune artiste de Rhode Island, qui certifie avoir sculpté le bas-relief avec Agile dans la nuit du 1er mars 1925. Au cours d'un rêve angoissant de cité perdue, recouvert de vastes et de vieux, le vieux professeur finit par être convaincu de la sincérité du jeune homme et pense son rêve et sa sculpture ont un lien avec un ancien culte pareil. Excusez-moi, Les rencontres entre les deux hommes se font de plus en plus fréquentes au cours du mois de mars et les cauchemars de Will Cox de plus en plus précis. Il distingue normalement des sons gutturaux comme Cthulhu, Sound ou Violin. Le 23, Henry Wilcox est transporté en urgence chez ses parents, atteint d'une crise de délire durant lesquelles il parle d'une créature gigantesque marchant à pas, pesant après sa guérison. 10 jours plus tard, les visions de Wilcox disparaissent. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? À la suite de ces événements, le professeur Angel mène des recherches et découvre qu'une vague d'événements étranges s'est déroulée tout autour du monde entre le 28 et le 2 avril. Tremblement de terre, rêve au présent, agitation en Afrique, suicide, révolte de Levantine à New York, explosion de toiles obscures à Paris. Ça fait beaucoup de choses, mes amis, déjà, qui se passent, n'est-ce pas? Eh oui, c'est ça, l'univers du jeu de rôle de Cthulhu. Si vous aimez cela, eh ben, ça vous entraîne un peu dans cette ambiance. Vous allez avoir des enquêtes à mener, vous allez avoir des choses mystérieuses qui vont se passer. Eh oui. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire du récit de l'inspecteur Legrasse
The Tales of Inspector Legas, qu'il s'agit donc du récit du chapitre 2. Alors, je vais pas tout vous lire, je vais juste vous lire ce petit passage et celui-là, et après, nous allons vous parler un peu d'autre chose. En tout cas, j'espère que les extraits que je vous ai montrés vous ont plu. Alors, la seconde partie du manuscrit relate une expérience antérieure qui a amené le professeur Angel à s'intéresser au récit de Henry Wilcox, car ce n'est pas la première fois que le vieil homme prenait connaissance de faits mystérieux, tourment autour de Toulouse, le monstre à tête de pieuvre. En 1908, à Saint-Louis, Missouri, l'inspecteur John Lagasse se rend à une réunion annuelle de la Société américaine. L'archéologie pour faire identifier par des professeurs renommés une mystérieuse statue. Cette idole confisquée aux membres d'une secte vaudou représente une étrange créature, recroquevillée sur un socle, orné de hiéroglyphes indéchiffrables. L'inspecteur raconte au professeur comment, dans la soirée du 1er novembre 1907, lui-même et 19 de ses hommes ont mené un assaut contre les adeptes d'une secte, se livrant à des sacrifices humains et de jeunes filles dans les marécages inexplorés au sud de la Nouvelle-Orléans. Selon les dires de Casto, l'un de ces 47 prisonniers métis, la secte vénère les grands anciens des dieux, venus des étoiles. Il y a de cela des millions d'années, et aujourd'hui endormis au cœur de la terre, ou sous les eaux, le grand prêtre de Cthulhu qui communique avec ses fidèles à travers des rêves. Alors j'en suis où? Il y a tellement de choses à dire que des fois, mes amis, je m'y perds. Ah voilà, des rêves, les rêves. Attente patiemment dans sa demeure, englouti de Ries pour régner à nouveau sur le monde. D'après Casto, le culte se répand aux 4 coins du monde, comme un témoin de Necronomicon. Voilà. Le Necronomicon, vous savez, vous avez déjà entendu parler de Necronomicon, c'est le bouquin des ténèbres. Et un très vieux grimoire écrit par le poète arabe nommé Al-Dud Abzared. Voilà. Ça, c'est pour la deuxième partie. Ainsi, on continue la deuxième partie. Impressionné par les notes du professeur, Angel Tubson décide de mener sa propre enquête et parvient à retrouver Wilcox. Il arrive à la conclusion que la mort de son grand-oncle n'est pas accidentelle et qu'il a été assassiné par l'un des membres du culte. Ça
fait beaucoup de choses. Hein? Est-ce que vous aimez bien les enquêtes un peu comme ça, étranges? Moi, je kiffe ce genre d'aventure, pas vous? Moi, si, j'adore. Ah, les Gripsouilles doivent être malades, hein, parce qu'ils touchent pas mal en ce moment, hein. Ah. Ensuite, le chapitre 3, je ne vais pas tout vous lire, mais vous lire un petit peu, hein, parce que j'imagine que vous avez dû rentrer dans l'ambiance, en vous concentrant à ma voix, même s'il y a eu de l'hésitation un peu au début, mais c'est normal. Alors, chapitre 3. La démence qui vient de la mer. The Madness from the Sea. Plus d'1 an après avoir lu le manuscrit, Thompson tombe par hasard sur un article de journal australien datant du 18 avril 1925 et faisant mention d'une étrange épopée navale dans l'océan Pacifique au cours de laquelle plusieurs hommes périrent dans des circonstances dramatiques. Thurston voyage jusqu'à Oslo pour découvrir le journal du marin norvégien Gustav Johansen, survivant du naufrage. Le 22 mars, l'Emma, une gouttelette partie de la Nouvelle-Zélande, croise sur sa route le Yashir Alert, avec à bord des individus agités et armés. Une bataille s'ensuit après que des marins de l'Alerte leur demandent de faire demi-tour. Les hommes de l'Emma capturent l'affaire avant de poursuivre leur route, curieux de découvrir la destination de leur agresseur. Ils finissent par découvrir Ritlet, une cité sous-marine colossale, soulevée par un tremblement de terre. Là, les marins libèrent accidentellement Cthulhu. 2 hommes meurent de peur en voyant le grand ancien, tant que 3 autres meurtres sont ses griffes. Johansen parvient à fuir de justesse avec un autre membre de l'équipage devenu fou, qui mourra par la suite avant que le Yachit soit retrouvé avec, pour seul survivant, Johansen. Celui-ci raconte vaguement les événements aux autorités. Il retourne en Norvège, il meurt dans des circonstances semblables à celles du professeur Angel et sa veuve. Conserve son journal dans lequel Johansen décrit en détail les événements. Un Anglais, langue que ne maîtrise pas la femme. Donc oui, c'est écrit en anglais et en fait la femme n'arrive pas à décrire ce qu'il y a. Et alors ensuite, mettant en place les pièces du puzzle, faisant coïncider les dates de Thurston, comprend que tout est réel et qu'il est désormais tout comme son grand-oncle. Et le Norvégien Johansen, la cible du culte de Cthulhu. Alors, d'où vient cette inspiration de ce que je vous ai lu pour
ce que je vous ai expliqué. Donc, inspiration. Les inspirations de cette nouvelle sont nombreuses. Le premier chapitre, l'horreur d'Agile, provient d'un rêve que Lovecraft, en 1919, et qu'il décriva dans 2 lettres différentes, envoyées à son ami Rachan Kenner, le 21 mai et le 14 décembre 1900. D'après S.T. Joshi, critique littéraire américain, spécialiste des littératures, de l'imaginaire, biographe de Lovecraft. L'une des principales inspirations de ce récit est la nouvelle de Guy Maupassant, le Horla, en 1887, que Lovecraft décrit dans son essai Supernatural Horror in Literature. The Knowledge of the Back is like to mention, en 1895, auquel Lovecraft emprunte ses procédés littéraires et particuliers, le juxtaposition du document et par manuscrit rapporte d'enquête articles. Le journal relève peu à peu l'horreur de et c'est également considéré par Joshi comme l'un des inspirations profondes de l'appel de Cthulhu. Enfin voilà ce que je pouvais vous dire, mes amis, sur cette petite chose sur l'appel de Cthulhu. Alors, maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire? Après, je vous montrerai d'autres extraits et nous nous quitterons. Hein, c'est un vendredi 13 plutôt court. Un vendredi 13, mais non. Ah là, mais j'en dis des conneries ce soir, n'est-ce pas, mes amis? Un vendredi de l'angoisse. Voilà. Bon, il faut que je bois un petit coup, hein. Ça va mieux déjà. Alors ensuite, Howard Philip Lovecraft, prononcé, voilà, né le 20 août 1890 à Providence, Rhode Island, et mort le 15 mars 1937 dans la même ville où un écrivain américain connu pour ses récits fantastiques de l'horreur et de la science-fiction. Wade Fiction. Ses sources, l'inspiration, tout comme ses créations se relevant de la nation d'horreur comics selon laquelle l'être humain est insignifiant à l'échelle du cosmos qui lui est profondément étrange. Ceux qui résonnent véritablement comme ces protagonistes mettant toujours en péril leur santé mentale. On lit souvent Lovecraft pour le mythe qu'il a créé, notamment le mythe de Cthulhu. Ensuite, pour employer l'expression d'Auguste Delette, l'assemblée des mythes de l'univers de Lovecraft constitue pour l'auteur une sorte de panthéon noir, une mythologie synthétique ou un
cycle de folklore synthétique. Il voulait montrer essentiellement que le cosmos n'est pas anthropocentrique, que l'être humain, forme de vie insignifiante parmi d'autres, est loin de tenir une place privilégiée dans les hiérarchies infinies des formes de vie. Ses travaux sont profondément pessimistes et cyniques et remettent en question le siècle des Lumières, le romantisme ainsi que l'humanisme chrétienne, les héros de Lovecraft éprouvant en général des sentiments qui sont à l'opposé de la gnose et du mysticisme. Au moment où, involontairement, ils ont un aperçu de l'horreur en guise de réalité. Bien que le lectorat de Lovecraft fût limité de son vivant, sa réputation évolua au fil des décennies et il est à présent considéré comme l'un des écrivains d'horreur les plus influents du XXe siècle. Avant Edgar Allan Poe, il a exercé une influence considérable sur les générations suivantes d'écrivains de l'horreur. Stephen King a dit qu'il était le plus grand artisan du récit classique de l'horreur du XXe siècle. Voilà. Après, je ne vais pas vous raconter sa jeunesse, car il y aurait long à dire. Mais bon, pour les fans de Lovecraft, vous connaissez déjà sa jeunesse et son histoire. Hein? Au pire, vous allez faire un tour, le lire si jamais ça vous intéresse. Moi, je ne vais pas tout vous dire, car il y a énormément de choses à dire sur lui. Bon, allez, peut-être vous dire un petit quelque chose quand même. Lovecraft naît le 20 août 1890 à 9h du matin dans la résidence familiale située au 194 Angel Street. Voilà. Providence dans l'état du Rhode Island. La maison sera détruite en 1961. Et il est le fils unique de Whitfield Scott Lovecraft, un commerçant ambulant qui vend des bijoux, des métaux précieux, et de Sarah Susan Phillips Lovecraft dans la généalogie aux États-Unis remonte à l'époque de la colonie de l'abbaye du Massachusetts en l'an 1630. Ses parents se sont mariés alors qu'il avait plus de 30 ans, ce qui est tardif à l'époque, en 1893, alors que le petit Lovecraft n'a que 3 ans. Son père, en voyage d'affaires, est atteint de démence dans un hôtel de Chicago. Ramené à Providence, il est placé au Butler Hospital, où il restera jusqu'à sa mort en 1898.
Lovecraft a toujours affirmé que son père était mort des suites d'une paralysie provoquée par une fatigue nerveuse. Mais il est à présent presque certain que la cause de la mort était une paralysie générale. On ne sait pas si le jeune Lovecraft était au courant du mal dont souffrait son père. Vraisemblablement, la syphilis, mais il est probable que sa mère l'était, ayant reçu des choses d'arsenic à titre préventif. Après l'hospitalisation de son père, Lovecraft est élevé par sa mère, ses deux tantes, Lillian, Delora, Phillips et Annie, Emmeline Phillips, et par son grand-père maternel, Wifter Van Bug Phillips. Ils résident tous les 5 dans la demeure familiale. Lovecraft est surdoué, récite des poèmes par cœur. À 3 ans, il écrit ses premiers à 6. Voilà, à 6. Son grand-père l'encourage à lire et à lui procurer les classiques comme Les 1001 nuits. Voilà, de Thomas Benfling et de ses versions pour enfants de l'Iliade de l'Odyssée. Voilà, ce même grand-père intrigue d'ailleurs le jeune Lovecraft en lui racontant ses propres histoires gothiques. Enfant, Lovecraft est fréquemment malade, peut-être de manière psychosomatique, bien qu'il attribuait ses souffrances à des causes purement psychologiques. L'idée selon laquelle il aurait souffert de la syphilis de manière congénitale a été invalide par ailleurs à cause de sa condition physique médiocre et de son caractère effronté. Il n'est jamais allé à l'école avant l'âge de 8 ans et a été retiré après à peine 1 an. À la même époque, il lit beaucoup d'écrits scientifiques et astronomiques. Et 4 ans plus tard, il rentre au lycée de Hopper Street. On pense par ailleurs que Lovecraft a très vite souffert de terreur nocturne, un trouble paraxyblique rare qui influence beaucoup ses travaux futurs. Au final, je vous raconte finalement son histoire, c'est pas plus mal. La mort de son grand-père maternel le 28 mars 1904 l'infecte énormément.
à cause de la mauvaise gestion du patrimoine de ce dernier, la famille se retourne presque sans le sou et sans dessus dessous et doit déménager au 598 Angel Street. Lovecraft est tellement dérouté par cette perte qu'il pense un moment au suicide. En 1908, avant de recevoir son diplôme, il fait une crise de ce qu'il qualifiait plus tard de ses dépressions nerveuses. Il ne recevra ainsi jamais son diplôme, même s'il affirme ensuite le contraire pendant très longtemps. S.T. Joshi suggère dans sa biographie que l'une des causes principales de cette dépression a été l'incapacité de Lovecraft à comprendre les mathématiques, une matière qu'il devait maîtriser pour devenir astronome professionnel. Ses échecs, il ne put étudier à la Brown University. À présent, et pendant longtemps, il était une source de description et de honte pour lui-même et pour la famille. Ensuite, Lovecraft écrit de la fiction dans sa jeunesse au printemps 1904. Il rédige la première embauche de son plus ancien conte conservé, La Bête dans la caverne. Avant d'en achever la rédiction le 21 avril 1905 et de 1908 à 1913, il se consacre surtout à la poésie. Pendant cette période, il vit comme un ermite et n'a de contact qu'avec sa mère. Ceci change après avoir constaté Argosy, un pulp magazine, a proposé du caractère insipide des histoires d'amour de l'un de ses écrivains populaires de la revue. S'ensuit au débat dans les colonnes du magazine qui attire l'œil d'Howard F. Darr, le président de l'unité Amateur Press Association UAPA, qui invite Lovecraft à le rejoindre. Il acheva à l'association le 6 avril 1914. Avant d'en devenir le premier vice-président élu en juillet 1915. Le rédacteur en chef en juillet 1917, puis le président élu fin juillet 1917 de l'UAPA vérifie Lovecraft et l'incite à publier des poèmes et des essais en 1915. Il publie son propre fanzine de conservative et crée l'année suivante le club de correspondance en 1917. Poussé par ses correspondants, il retourne à la fiction et écrit La Tombe et Dragon. Cette dernière sont
Le premier écrit publié de manière professionnelle dans de vagues en novembre 1919 et dans Westales en 1923. À la même époque, il commence à se constituer et ensuite constituer un carnet d'adresses consistant ses correspondances longues. Voilà, longue et fréquente. Fort de lui, l'un des épistoliers les plus productifs du siècle. On compte parmi ces contrats Robert Bloch, Clark, Hudson Smith et Robert D. Howard. En 1919, après avoir souffert de dépression pendant une longue période, la mère de Lovecraft entre au Bulter Hospital, comme son mari avant elle. Elle écrit néanmoins fréquemment à son fils et reste très proche jusqu'à sa mort le 21 mai 1921, après des complications consécutives à une opération de la vésicule biliaire. Lovecraft est effondré. Il est effondré, quoi. Quelqu'un qui a souffert beaucoup, il est effondré par ce qui arrive. Voilà. Bref. Il y a beaucoup de choses à dire encore, mais je pense que nous allons nous arrêter là, car, très honnêtement, je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir, mais j'ai un peu de mal à lire, j'ai les yeux qui me piquent. C'est bizarre, c'est pas souvent que ça m'arrive, ça, hein. Mais bon, c'est pas grave. J'espère quand même que vous aurez passé une bonne soirée, hein, pour ce vendredi de l'angoisse, un peu particulier, voilà. Nous allons nous quitter avec un générique. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi, et je vous dis à la prochaine pour d'autres petits contes bien sympathiques, pour même des petits contes de la crypte, qui sait. Et, bien sûr, suivez Fabrice avec les aventures d'HeroQuest. Allez, prenez soin de vous, à la prochaine, pour d'autres vendredi 13, ou vendredi de l'angoisse, hein, parce que j'ai déjà fait un vendredi 13, mais un vendredi de l'angoisse, ou un jeudi de l'angoisse peut-être, un jour. Salut, salut, à bientôt sur Fabrice TV et sur les vendredis de l'angoisse. Herbert West is at the top of his class in medical school. How can you teach such dribble? These people are here to learn, and you're closing their minds before they even have a chance. He's brilliant, but a little weird. I've broken the 6 to 12 minute barrier. I've conquered brain death. His experiments have always been unorthodox. It was dead. But lately they're getting out of hands. And he's just made a discovery that could wake up the dead. Herbert West has affected reanimation in dead animal tissue.
What are you thinking? How do you feel? You? 15 cc's of reagent. Once you wake up the dead, you've got a real mess on your hands. You're insane! Now what happened? I had to kill him! He's dead? Not anymore. Herbert West brought a lot of dead people back to life, and not one of them showed any appreciation. H.P. Lovecraft's classic tale of horror, Reanimator. Mr. West. You'll never get credit for my discovery. Who's going to believe a talking head get a job in a sideshow? It will scare you to pieces. This morning, TDRS picked up an automated navigation beat and broadcasting at 2-minute intervals in Neptune orbit. This is incredible. It's the Event Horizon. She's come back. Event Horizon is the culmination of a secret government project to create a spacecraft capable of faster than light flight. The ship doesn't really go faster than light. What it does is it creates a dimensional gateway that allows it to jump instantaneously from one point of the universe to another light years away. Where's she been for the last 7 years, Doctor? That's what we're here to find out. After 7 years in deep space. There were 18 people on board this ship when it disappeared. I want them all accounted for. Open the outer door. It came back, abandoned. Any crew? Negative. This place is a tomb. But it didn't come back alone. Captain Miller! I've got some problems here! This ship has been beyond the boundaries of our universe. Who knows where it's been? And what it's brought back with it. This ship is reacting to us and the reactions are getting stronger. What are you telling me? That this ship is alive? I have such wonderful things to show you. Oh my God! It knows my secrets. It knows my fears. Vacate. I want off this ship. You can't leave. She won't let you. God help us. Every journey begins in the mind. A flight of imagination. A vision of what might lie across the universe. Or within the deepest regions of the subconscious. Dr. Edward Pretorius is about to embark on such a journey. It's out of control. You've got to turn it off. Something's coming. Humans are such easy prey. From the makers of Reanimator, from beyond. The mind of H.P. Lovecraft. The inspiration of horror masters Clive Barker and Stephen King comes a tale of terror that takes you into the bowels of hell and beyond. Necronomicon, Book of the Dead. Combining the terror of the classic Evil Dead with the gothic sensuality of Bram Stoker's Dracula. This spine-tingling tale from the producer of True Romance and director of Bride of Reanimator comes to life for the first time, exclusively on home video. Starring David Warner of Waxworks, The Omen, and Felony.
Bruce Payne of Passenger 57 and Switch. Belinda Bauer of RoboCop 2, Flashdance, and Poison Ivy 2. Richard Lynch of Bad Dreams, Maximum Force, and Scanner Cop. And Jeffrey Combs of The Frighteners, Reanimator, and Felony. Filled with technical mastery and astounding special effects from the wizards behind Nightmare on Elm Street, Batman Returns, and Friday the 13th. This veritable feast of frightening images will send chills up the spine and elicit screams of terror from the very depths of your soul. So if Hellraiser and Tales from the Crypt gave you the creeps, you won't want to miss Necronomicon, Book of the Dead.